Ma fille a épousé un jeune millionnaire. Tout le monde les admirait. Quel couple parfait. Au mariage, pendant notre danse, elle a discrètement glissé une enveloppe dans ma poche et m'a chuchoté « Papa, s'il te plaît, aide-moi ». La fourchette s'immobilisa à mi-chemin de la bouche de Stéphane Moreau. Mon futur gendre fixait à nouveau le mur de mon salon, son regard balayant le coin où se trouvait mon bureau. « Vous savez, Jean, dit-il, en posant sa fourchette avec une précision théâtrale. Avec votre épargne retraite qui dort sur un compte en banque, ne rapportant rien, je pourrais vous montrer de réelles opportunités. Mes relations dans la fintech pourraient tripler vos rendements. » Ma fille Manon, assise à côté de lui à ma table de salle à manger, s'agita, mal à l'aise. Sa main trouva son verre d'eau. Je souris de la manière que j'avais appris à sourire pendant 40 ans à observer les gens essayer de me vendre des contrefaçons. C'est aimable à vous, Stéphane, mais à mon âge, je préfère ce qui est ennuyeux et sûr. Il éclata de rire, un rire trop fort pour ma petite salle à manger dans ma maison de campagne en Normandie. Ennuyeux et sûr. C'est exactement le problème de votre génération. L'argent doit travailler pour vous. Il y a 6 mois, Manon l'avait ramené à la maison pour la première fois. Je me souviens m'être tenu dans ce même embrasement de porte, le regardant garer sa Tesla avec un drame inutile, le chrome brillant comme une promesse. Il m'avait serré la main avec l'enthousiasme d'un politicien, sa montre captant la lumière. Une marque chère, pas de rayures, fraîchement sortie du magasin. Pendant que Manon préparait le café, je l'avais observé arpenter ma maison de la manière dont les commissaires-priseurs examinent les ventes de succession, cataloguant et calculant. Entrepreneur à succès dans la fintech, m'avait chuchoté Manon dans la cuisine, ses yeux brillants d'espoir. Il a un bureau dans le quartier d'affaires de la Défense. J'avais hoché la tête, notant comment son costume de créateur tombait trop parfaitement, sans aucune usure au poignet. Le nouveau riche essayant de ressembler à l'ancien, sauf que Stéphane Moreau n'avait ni l'un ni l'autre. Maintenant, 2 semaines avant leur mariage, il se penchait en arrière sur ma chaise comme s'il en était déjà le propriétaire. Je suis sérieux, Jean. Vous pourriez gagner de l'argent réel au lieu de faire du conseil pour je ne sais quel tarif. C'est quoi, 50 € de l'heure? Le visage de Manon s'empourpra. Stéphane. Je dis simplement que votre père a travaillé dur toute sa vie. Il mérite de meilleurs rendements. Je me levai, ramassant les assiettes avec un calme délibéré. Quelqu'un veut encore du vin? Stéphane s'excusa pour aller aux toilettes. J'observai son reflet dans la fenêtre sombre alors qu'il s'arrêtait près de mon bureau, son téléphone sorti, cherchant à prendre une photo des papiers que j'avais délibérément laissés visibles. Des relevés de mon compte courant, celui qui montrait un solde confortable mais peu impressionnant. Il ne photographia pas l'étagère au-dessus, où mon album de timbres était posé, rejeté comme un passe-temps de vieil homme. Quand il revint, Manon m'aidait dans la cuisine. À travers la porte entr'ouverte, je l'entendis au téléphone. 85 000 € pour un mariage, dit-il, sa voix portant cette satisfaction particulière de quelqu'un qui pense s'en tirer à bon compte. Le vieil homme est plein osa. Une pause. Sandrine, probablement sa sœur, la nouvelle meilleure amie de ma fille. Sois patiente, confirma une voix de femme à travers le haut-parleur. Manon est la clé. Je sais, dit Stéphane. Elle me fait entièrement confiance. Je rinçai une assiette, l'eau coulant froide sur mes mains. Manon riait de quelque chose sur son téléphone, inconsciente, heureuse. J'avais dépensé 85 000 € pour leur mariage dans un magnifique domaine viticole dans la vallée de la Loire parce qu'elle avait regardé les photos du lieu avec une telle joie. J'avais signé des chèques pour des améliorations, pour les contacts de fournisseurs de Sandrine, pour chaque suggestion que Stéphane faisait pendant que lui et sa sœur échangeaient des regards que je n'étais pas censé remarquer. Après leur départ, Manon m'étreignit à la porte avec une chaleur sincère. Je m'assis seul avec ma collection de timbres. Le penny black sous ma loupe valait à lui seul 180 000 €. La collection complète, assemblée sur 30 ans en tant que « JES » sur le marché international de l'art et des objets de collection, valait 8 millions d'euros. Stéphane avait jeté un coup d'œil à ses albums une fois, fait un commentaire dédaigneux sur de vieux timbres, et n'avait plus jamais regardé. Je sortis mon téléphone, fis défiler jusqu'au numéro de Valérie Girard. Mon amie de longue date et avocate répondit à la 2e sonnerie. « Jean, il est tard. J'ai besoin que tu gardes une oreille attentive sur quelqu'un, dis-je. N'explique pas pourquoi tout de suite. Écoute juste. » Qui ? Stéphane Moreau.
Il dit être un entrepreneur de la FinTech avec un bureau à la Défense. Valérie resta silencieuse un moment. Quand elle reprit la parole, sa voix avait changé, passant en mode avocate. Je vais passer quelques appels. Je raccrochai, retournai à mes timbres. 40 ans dans le monde de l'art m'avaient appris à repérer un faux de l'autre bout de la pièce. La performance de Stéphane Moreau était bonne, mais pas à ce point. La question n'était pas de savoir s'il était un fraudeur. La question était de savoir ce qu'il cherchait exactement. Je pensais au SMS de Manon de tout à l'heure, « Papa, je suis si heureuse. » Le mariage était dans 2 semaines. Je pouvais tout arrêter maintenant, les confronter, tout annuler. Mais j'avais appris la patience au cours de mes années d'acquisition de pièces rares. On ne saute pas sur la première offre. On attend. On observe. On laisse l'autre partie révéler toute sa main. Je fermai l'album de timbres, ma main reposant sur des millions d'euros que Stéphane avait considérés comme sans valeur. Quoi qu'il prépare, je le laisserai se dérouler juste assez longtemps pour voir le tableau complet. Ensuite, j'agirai. Le jeu était déjà en cours. Stéphane ne savait tout simplement pas qu'il jouait contre un maître. Le domaine viticole de la vallée de la Loire ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine de mariage. Des chênes centenaires, des allées de pierre, avec des vues sur les vignobles s'étendant vers les collines. Le soleil de mars filtrait à travers les feuilles. Chaud mais pas étouffant. Un temps parfait que l'argent ne peut acheter mais que la chance offre parfois. 180 invités remplissaient la salle de réception. Les flûtes de champagne captaient la lumière. Les rires montaient par vagues qui auraient dû paraître joyeuses. Je me tenais au bord de la piste de danse, regardant ma fille Manon dans sa robe de mariée, et sentis le malaise de tout cela s'installer dans ma poitrine comme une pierre. Elle était magnifique, radieuse, même. La robe lui allait parfaitement. Ses cheveux étaient relevés comme elle l'avait prévu pendant des mois. Mais quand l'orchestre commença à jouer et que les invités dégagèrent la piste pour notre danse père-fille, je vis ce que personne d'autre ne voyait. Ses mains tremblaient alors qu'elle les posait sur mes épaules. « Papa » chuchota-t-elle, son sourire figé pour les appareils photo. Je pris sa main, commençait la lente rotation attendue de nous. 200 yeux nous regardaient. 85 000 € créant ce moment parfait, et les doigts de Manon tremblant contre les miens comme des ailes d'oiseau. Elle se pencha près de moi, sa voix à peine audible par-dessus la musique. « Lis-le quand tu seras seul, s'il te plaît, papa. » L'enveloppe glissa dans la poche de ma veste si doucement que je la manquais presque. Ses yeux rencontrèrent les miens une fraction de seconde, désespérés, apologétiques, terrifiés. Je continuai à danser, à sourire, terminer la chanson. Puis je l'embrassai sur le front et me dirigeai d'un pas mesuré vers les toilettes, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Le verrou cliqua. J'appuyai mes mains sur le comptoir en marbre, sortis l'enveloppe avec des doigts devenus soudainement froids. Du papier à en tête de l'hôtel, l'écriture de Manon tremblante mais claire. « Papa, aide-moi. » Il y a 3 jours, j'ai surpris une conversation de Stéphane au téléphone avec Sandrine. Il a dit qu'il m'épousait pour ton argent, que j'étais une cible facile, et qu'après le mariage, il me convaincrait de te placer dans une maison de retraite pour accéder à ton épargne. Je ne savais pas quoi faire. Tout est payé. Tout le monde est là. S'il te plaît, arrête ça. Je le lus 2 fois. Dans le miroir, mon reflet changea. Quelque chose bascula derrière mes yeux. Une dureté qui n'avait pas été là depuis 15 ans. Pas depuis que j'avais pris mes distances avec les négociations brutales du monde de l'art et choisi une vie tranquille pour le bien de Manon. Je me souvins lui avoir appris à danser quand elle avait 7 ans, ses petits pieds en équilibre sur mes chaussures, me faisant confiance pour la garder en sécurité. Cette confiance n'avait jamais faibli. Pas quand sa mère était partie. Pas pendant toutes les années de vie modeste alors que je cachais ce que j'avais vraiment. Pas même maintenant alors qu'elle aurait pu fuir, aurait pu tout annuler elle-même. Elle m'avait fait confiance pour la protéger une fois de plus. Je pliai la note avec des mouvements précis, la remis dans ma poche, redressai ma cravate. Quand j'ouvris la porte des toilettes, j'étais quelqu'un de différent, quelqu'un que Stéphane Moreau aurait dû mieux étudier. La salle de réception bourdonnait de conversations et de tintements de verre. Je trouvai Stéphane au bar, entouré de 3 amis en smoking de location, tous riant de quelque chose qu'il venait de dire. L'argent du vieil homme bien dépensé, n'est-ce pas ? La voix de Stéphane porta au-dessus de la foule. Au moins,
L'alcool gratuit est de première qualité. Ses amis rirent. L'un d'eux lui tapa sur l'épaule. Tu es terrible, Moreau. Je suis malin, dit Stéphane en souriant. Il y a une différence. Je lui donne 6 mois avant qu'on ait un accès complet à ses comptes. Manon signera tout ce que je lui demanderai. J'étais debout à 3 mètres derrière lui. Plusieurs invités m'avaient remarqué, leurs expressions passant de l'amusement au malaise. Stéphane ne vit pas leur visage changer, trop ivre de sa propre intelligence et du whisky cher. Je me dirigeais vers la scène où l'orchestre s'était installé. Le microphone était là, attendant. Je le pris. La musique s'arrêta en pleine note. Le silence s'abattit sur la salle de réception comme une vague. Ce mariage est annulé. Ma voix sortit calme, froide, absolue. Immédiatement. 180 visages se tournèrent vers moi. La confusion de Stéphane était presque comique. Sa bouche s'ouvrit, son verre à mi-chemin de ses lèvres, son cerveau essayant de traiter ce qui se passait. Je détiens des informations qui rendent ce mariage impossible. Je laissai les mots en suspens. Les laisser s'imprégner. Manon, viens avec moi. Attends, quoi? Le visage de Stéphane se vida de sa couleur. Jean, vous ne pouvez pas simplement, je le regardais. Simplement. Il cessa de parler. Sandrine apparut à côté de son frère, sa main agrippant son bras, son expression figée dans l'horreur. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle savait que j'avais découvert. Manon se dirigeait déjà vers moi, sa robe bruissant, des larmes coulant sur son visage. Je tendis la main. Elle la prit. Nous traversâmes 180 invités stupéfaits. Les téléphones sortaient maintenant, les caméras capturant tout. La voix de Stéphane s'éleva derrière nous, balbutiant des protestations qui ne convainquaient personne. Manon. Manon, attends. Ton père est confus. Il ne comprend pas. Sandrine lui siffla quelque chose. Tais-toi. N'aggrave pas les choses. Comment ça pourrait être pire? Il sait. D'une manière ou d'une autre, il sait. L'air du parking nous frappa, frais et pur. J'ouvris la portière de ma voiture pour Manon. Regardai en arrière une fois vers l'entrée du domaine. Stéphane en sortit en trombe. Sandrine essayant de le retenir. Des invités se déversant avec des téléphones levés comme des témoins sur une scène de crime. Je m'éloignai. Dans le rétroviseur, Stéphane à genoux sur le pavé. Le visage horrifié de Sandrine. 180 personnes regardant son monde s'effondrer. Manon pleurait doucement sur le siège passager. Je tendis la main, lui serrai la sienne. Tout va bien se passer, dis-je simplement. Mais d'abord, ils doivent comprendre qu'ils ont fait une très grave erreur. La voiture tourna sur l'autoroute, laissant la vallée de la Loire derrière nous. Je me réveillai à 5 heures le lendemain matin, ma chambre encore sombre. Manon dormait au bout du couloir dans sa chambre d'enfant, celle que j'avais gardée exactement comme elle l'avait laissée en partant à 25 ans. Je préparais du café dans la cuisine silencieuse, les mouvements rituels automatiques, tandis que mon esprit cataloguait ce qui devait se passer ensuite. Stéphane Moreau avait essayé d'escroquer ma fille, avait prévu de me faire interner. Le mariage m'avait coûté 85 000 € que je ne reverrai jamais. Je m'assis à mon bureau, sortis la note de Manon de la veille, la lus une fois de plus. Le papier tremblait légèrement dans ma main, non pas de peur, mais d'une fureur contenue qui avait besoin de direction, de but. J'envoyai un SMS à mon avocate et amie de longue date, Valérie Girard. Besoin de te voir ce matin. Urgent. Sa réponse arriva en moins de 2 minutes. Mon bureau, 9 heures. Le cabinet d'avocat de Valérie occupait le 15e étage d'un immeuble dans une rue du quartier d'affaires de la Défense. Je la connaissais depuis 30 ans, depuis qu'elle était une jeune associée et que je constituais ma collection d'art sous un pseudonyme. Elle m'avait aidé à structurer mon anonymat lorsque j'avais décidé de me retirer de ce monde, de vivre tranquillement pour le bien de Manon. Son bureau d'angle donnait sur les toits de Paris, la lumière du matin transformant l'eau de la Seine en argent. Elle se leva quand j'entrai, son expression déjà sérieuse. Valérie avait d'excellents instincts pour lire les urgences. Je lui tendis la note de Manon sans préambule. Elle la lut 2 fois, sa mâchoire se crispant. Abus de faiblesse. C'est un crime en France. Mais nous avons besoin de preuves au-delà de cette note.
Nous devons savoir à qui nous avons affaire. C'est pour ça que je suis là. J'ai besoin de tout sur Stéphane Moreau et sa sœur Sandrine. Valérie sortit un bloc-notes, commença à écrire. Je commencerai par les archives publiques, les affaires civiles, les rapports de crédit si accessibles. Mais Jean, si cela devient judiciaire, il y a des mesures de protection que nous devrions mettre en œuvre immédiatement pour vous et pour Manon. Fais ce qu'il faut. Elle me regarda et je vis la reconnaissance dans ses yeux. Elle se souvenait de qui j'étais vraiment, de ce que je valais vraiment. Ils ont choisi la mauvaise cible. Oui, dis-je. Ils l'ont fait. Cet après-midi-là, je me rendis chez mon voisin Pierre Dupont. Pierre avait 70 ans, retraité du monde après 40 ans de journalisme d'investigation. Nous jouions aux échecs tous les mercredis soirs, depuis une décennie. Il ouvrit la porte dans son cardigan habituel, des lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour de son cou. « Jean, tu as une mine affreuse. Je peux entrer ?» Autour d'un thé dans son salon encombré, des livres partout, de vieux journaux empilés dans les coins, je lui racontais tout. Pas ma richesse cachée, juste les bases. Stéphane avait essayé d'escroquer Manon, prévoyait de la manipuler pour me mettre dans une maison de retraite. Le désastre du mariage. Les instincts de journaliste de Pierre s'activèrent immédiatement. Ses yeux s'aiguisèrent, sa posture se redressa. « Donne-moi 3 jours. S'il y a de la saleté, je la trouverai. Pierre, je ne peux pas payer. » Il écarta ma proposition d'un geste de la main. « Tu crois que je facturerais pour ça ? Un petit merdeux essaie de faire interner mon partenaire d'échecs. J'ai encore des sources partout. Des contacts au palais de justice, un accès aux dossiers financiers. C'est ce que je fais. » Les 2 semaines suivantes se déroulèrent avec une efficacité brutale. Valérie appela le 4e jour. Stéphane a 3 prêts commerciaux en cours totalisant 1,5 million d'euros, tous auprès d'institutions différentes. Pierre passa le 7e jour avec une impression d'un contact en Suisse. Dette de jeu sur la Côte d'Azur, 800 000 euros via une ligne de crédit pour flambeur sur laquelle il a fait défaut. Valérie à nouveau le 9e jour. Dette fiscale auprès du fisc français, 300 000 euros. Et Sandrine Moreau a 400 000 euros de dettes provenant d'affaires immobilières ratées. Pierre livra son dossier complet le 12e jour, posant un dossier en manie sur la table de ma cuisine avec satisfaction. La Tesla est en leasing. Le bureau à la Défense, 500 euros par mois pour un bureau en coworking. Sa start-up a fait faillite il y a 14 mois. Et voici la partie intéressante. Il était fiancé il y a 2 ans à une femme d'une famille aisée de la Côte d'Azur. Les fiançailles se sont terminées brusquement avec un accord confidentiel. J'ouvris le dossier, étudiai la documentation. Déclaration fiscale, dépôt d'entreprise, documents judiciaires, rapport de crédit obtenu par les divers canaux légitimes de Pierre. Toute la vie frauduleuse de Stéphane Moreau étalée en 50 pages. Il y a un schéma, dis-je doucement. Oh oui. Ce n'est pas son premier rodéo. Tu veux que je creuse plus ? Pas encore. Laisse-moi réfléchir à la manière d'utiliser ça. Mi-avril, je m'assis dans mon bureau à la maison avec des dossiers de preuves étalés sur mon bureau. Valérie vint ce soir-là avec des stratégies juridiques, ordonnances restrictives, documentation sur la fraude, mesures de protection pour mes actifs. Pierre m'avait apporté les coordonnées de ses anciens collègues, travaillant toujours dans des journaux parisiens, des gens spécialisés dans les histoires de fraude commerciale. J'étudiais la photo de Stéphane tirée d'une impression Facebook que Pierre avait incluse. Jeune, beau, sourire confiant. Le sourire de quelqu'un qui se croyait plus malin que tout le monde. Tu pensais que j'étais juste un vieil homme avec quelques économies, dis-je à la photo. Grosse erreur. Manon apparut dans l'embrasure de la porte avec du thé. Papa, tu es là depuis des heures. Je fermais les dossiers. Juste de la paperasse. Elle posa la tasse à côté de moi, hésita. Tu vas bien ? Tu as été si silencieux. Je rassemble des informations. Quand on agit contre quelqu'un, il faut tout savoir. Agir contre ? Qu'est-ce que tu prévois ? Je regardais ma fille, 33 ans, institutrice, gentille et confiante, blessée par quelqu'un qui avait utilisé ses qualités contre elle. Justice, dis-je simplement. Il a essayé de t'utiliser, a essayé de m'enfermer. Cela exige des conséquences. Mais d'abord,
j'ai besoin du tableau complet. Elle hocha lentement la tête, m'embrassa sur le haut du crâne, me laissa à mon travail. J'ouvris mon ordinateur portable, récupérai un email que j'avais rédigé plus tôt. Nicolas Fournier, vice-président chez BNP Paribas, quelqu'un que j'avais aidé des années auparavant à authentifier un Rothko contesté pour les collections d'art de la banque. Il était temps d'encaisser cette faveur. Je tapais soigneusement. Nicolas, j'espère que vous allez bien. Je me demandais si vous pourriez examiner des informations préoccupantes concernant une documentation de prêt potentiellement frauduleuse. Je joignis un fichier que Pierre avait préparé, juste des faits, pas d'accusation. Envoyé. Mon téléphone vibra. Le numéro de Stéphane. Une autre tentative d'appeler Manon. Je le regardais sonner jusqu'à la messagerie vocale. Laissez-le s'interroger. Laissez-le s'inquiéter. Le piège était tendu. Demain, la première pièce tomberait. 4 jours après le début de notre période d'enquête, on sonna à ma porte à 10 heures du matin. Je vérifiais le flux de la caméra sur mon téléphone. Stéphane Moreau se tenait sur mon porche avec des fleurs de supermarché, le genre bon marché enveloppé dans du cellophane, pas les arrangements coûteux qu'il avait apportés quand il courtisait Manon. J'ouvris la porte mais ne l'invitai pas à entrer. Jean. Son sourire semblait répéter. Je pense qu'il y a eu un terrible malentendu. Quoi que vous ayez entendu, quoi que Manon ait dit, nous pouvons arranger ça. J'aime votre fille. Pas de malentendu, dis-je, ma voix plate et froide. Pas d'arrangement, pas de seconde chance. Ne revenez pas. Je fermai la porte. À travers la fenêtre, je le regardais rester là une minute entière, son visage passant par la confusion, la colère, le calcul. Il transpirait malgré la matinée fraîche. Ses vêtements semblaient moins chers aussi. Les marques de créateurs remplacées par des marques de grands magasins. La pression se montrait déjà. Le 15 avril arriva avec une ironie parfaite. Le jour des impôts, approprié pour un homme avec 300 000 € de dette fiscale auprès du fisc français. Nicolas Fournier de la BNP Paribas avait examiné mes informations préoccupantes et fait des enquêtes discrètes auprès des 3 établissements de crédit qui avaient accordé à Stéphane ses prêts de démarrage. Tous 3 découvrirent simultanément que les demandes de prêt de Stéphane contenaient des déclarations de revenus fabriquées et des documents fiscaux falsifiés. 3 lettres recommandées arrivèrent en même temps dans la boîte aux lettres de Stéphane. Je n'étais pas là pour le voir, mais la source de Pierre dans l'une des banques décrivit les appels téléphoniques qui suivirent. La voix de Stéphane passant de la confusion à la panique, exigeant de parler au superviseur, insistant sur le fait qu'il devait y avoir des erreurs. Il n'y avait pas d'erreur, juste 2,3 millions d'euros de prêts rappelés immédiatement, délai de 30 jours, ou faire face à des poursuites judiciaires et à une procédure de faillite. Stéphane appela Sandrine depuis le parking de la banque. Le contact de Pierre l'entendit crier dans son téléphone à travers les portes vitrées. Ce soir-là, Sandrine se présenta à ma porte. Je ne répondis pas, regardai simplement par la caméra alors qu'elle sonnait à plusieurs reprises, laissant finalement une note manuscrite coincée dans le cadre de la porte. Nous devons parler de l'avenir de Manon. C'est entre adultes. Je la déchirai en deux, la jetai. Le lendemain, une information anonyme parvint à l'ancien collègue de Pierre à la section économique du Figaro. Juste des informations sur des schémas préoccupants dans le financement des startups locales et des autorités examinant des demandes de prêts potentiellement frauduleuses dans le secteur de la fintech. Assez vague pour être légal, assez spécifique pour que les gens dans le cercle de Stéphane fassent le lien. Sa réunion prévue avec un investisseur potentiel fut annulée par SMS. Le gérant de son espace de coworking envoya un email réexaminant les contrats de location en raison de plaintes de membres. La société de leasing de la Tesla envoya un avis de retard de paiement. Son paiement automatique avait été rejeté. Tout se refermait. Je maintenais ma routine normale. Promenade matinale dans la campagne normande. Échec avec Pierre le mercredi soir. Préparer le dîner pour Manon, qui retrouvait lentement son équilibre. Pierre passa samedi avec des mises à jour, parlant doucement pendant que Manon était sous la douche. Le bureau de votre ami ? Ils lui ont demandé de quitter les lieux. Trop de plaintes d'autres membres sur ses pratiques commerciales. Les nouvelles vont vite dans les petites communautés d'affaires, dis-je, surtout quand quelqu'un s'assure qu'elle voyage. Les yeux de Pierre pétillèrent. Tu veux que je pousse plus fort ? Non. Laissons les choses se développer naturellement.
Le désespoir rend les gens imprudents. Il fera des erreurs. Ce soir-là, Manon et moi étions assis à la table de la cuisine avec du thé. Elle avait été silencieuse toute la journée, regardant son téléphone de temps en temps, comme si elle s'attendait à ce qu'il sonne. « Stéphane est passé la semaine dernière, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. La caméra de la sonnette a enregistré quelque chose. Il est passé. Je l'ai renvoyé. Comment te sens-tu par rapport à ça? Elle resta silencieuse un moment. Soulagée. Triste aussi. Je pensais vraiment, elle secoua la tête. Mais j'ai entendu ce qu'il a dit à Sandrine. Je sais ce qu'il prévoyait. Je tendis la main sur la table, lui serrai la sienne. Tu as été gentille. Il en a profité. C'est de sa faute, pas de la tienne. Souviens-toi de ça. Pendant ce temps, de l'autre côté du pays, Stéphane et Sandrine étaient en chute libre. Pierre avait un contact dans l'immeuble de Stéphane, un agent d'entretien qui entendait parfois des conversations à travers les murs minces. Stéphane faisant les 100 pas dans son salon à minuit. La voix de Sandrine, tranchante de stress. Calculatrice sortie. Factures étalées sur sa table montrant un calcul impossible. 3 institutions distinctes, avait dit Sandrine. Le même jour. Quelqu'un a provoqué ça. Qui? Le vieil homme, le rire de Stéphane était cassant. C'est un consultant à la retraite qui vit en Normandie. Quel pouvoir a-t-il? Que savons-nous vraiment de lui? Je l'ai recherché. Les archives publiques montrent une modeste pension, la sécurité sociale, un petit revenu de consultant. Il vit dans une maison qui vaut peut-être 300 000 euros. Ce n'est personne. Mais le doute s'insinuait. Je pouvais le sentir. De la même manière qu'on sent le temps changer. Ils décidèrent de riposter, de me poursuivre en justice pour dommages émotionnels suite à l'annulation du mariage. L'idée de Sandrine, probablement. Elle était légèrement plus intelligente que son frère. Il paiera pour éviter la publicité, avait-elle dit. Nous obtiendrons quelque chose, nous rembourserons les dettes. Stéphane avait accepté immédiatement. Ouais, il est vieux. Il va céder. Erreur de calcul fatale. L'email de Valérie Girard arriva un mardi soir. Ils vous poursuivent. J'ouvris la pièce jointe. Stéphane Moreau demandait 500 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et perte de salaire suite à l'annulation du mariage. Sandrine avait ajouté sa propre demande de 100 000 euros pour perte de frais d'organisation de mariage et atteinte à la réputation. Je me mis à rire vraiment, un son qui semblait étrange après des semaines de tension contrôlée. Manon apparut dans l'embrasure de mon bureau, inquiète. « Papa ?» Je levai les yeux, essuyant mes larmes. Ils viennent de commettre la plus grosse erreur de leur vie. Ils m'emmènent au tribunal. Son visage se décomposa. Ce n'est pas drôle. Ne t'inquiète pas. Je souriais toujours. Ils ont apporté un couteau à un duel au pistolet et ils ne savent même pas que je suis armé. Je transférai le procès à Valérie avec une seule ligne. Il est temps de leur montrer à qui ils ont affaire. Sa réponse arriva immédiatement. Enfin. J'attendais ça. Je fermai mon ordinateur portable, regardai autour de mon modeste bureau, la gravure de Kees Haring sur le mur. Manon pensait que c'était un poster. Elle ne savait pas que c'était un original valant plus que toute la réclamation de Stéphane. Ma collection de timbres dans des albums sur l'étagère. 8 millions d'euros de rareté philatélique déguisée en passe-temps de vieil homme. Demain, le vrai combat commencerait et Stéphane Moreau n'avait absolument aucune idée de ce qui l'attendait. Manon vivait avec moi depuis près d'1 mois. Elle se déplaçait dans ma maison comme un fantôme, silencieuse et renfermée, digérant tout ce qui s'était passé. Je lui laissai de l'espace, préparai des repas qu'elle touchait à peine, et attendit. Un soir, elle s'assit en face de moi à la table de la salle à manger. Le soleil se couchait à travers le brouillard normand, plongeant tout dans une lumière bleu-gris. « Papa, dit-elle doucement. Veux-tu savoir exactement ce que j'ai entendu ? » Toute la conversation. Je posai mon thé. Seulement si tu es prête à me le dire. Elle hocha la tête, ses mains enroulées autour de sa propre tasse comme si elle avait froid. J'ai besoin de le dire à voix haute. J'ai besoin que tu comprennes pourquoi je ne pouvais pas aller jusqu'au bout. J'écoute.
Elle prit une profonde inspiration. 3 jours avant le mariage, j'étais à l'appartement de Stéphane. Nous finalisions les derniers détails, les plans de table, ce genre de choses. Je suis allé prendre une douche. Sa voix baissa. Stéphane pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Il était en haut-parleur avec Sandrine. J'ai tout entendu à travers la porte de la salle de bain. Je suis resté très immobile. Il a dit, le vieil imbécile a dépensé 85 000 pour ce mariage. Tu imagines combien il a de plus de côté? La voix de Manon se brisa légèrement. Il t'a traité d'imbécile, papa. Laisse-le, dis-je doucement. Les imbéciles sont sous-estimés. Cela joue en ma faveur. Elle continua, les mots venant plus vite maintenant comme si elle avait besoin de les expulser. Sandrine a demandé si tu donnerais simplement de l'argent. Stéphane a ri. Il a dit, pas directement, mais Manon le fera. Après le mariage, je la convainc que papa devient trop vieux pour vivre seul. Problème de mémoire, problème de sécurité, tu connais le scénario. Maison de retraite, tutelle financière complète par l'intermédiaire de Manon. Elle-même. Elle signera tout ce que je demanderai. Accès à ses comptes, et c'est fait. Ma mâchoire se serra, mais je n'interrompis pas. Sandrine a demandé, et s'il se battait? Stéphane a dit, alors on prend des avocats. Audience de mise sous tutelle. Le type a 65 ans, vit seul. Pas d'autre famille. Affaire facile. Manon me donne procuration. On est en or. Manon pleurait maintenant, doucement. J'étais debout dans cette douche, papa. L'eau est devenue froide. Et j'ai écouté l'homme que j'aimais planifier de t'enfermer comme un animal, de m'utiliser pour le faire. Je fis le tour de la table, la pris dans mes bras. Elle sanglota contre mon épaule, le premier vrai cri qu'elle s'était permis depuis le désastre du mariage. Les 3 jours suivants ont été les pires de ma vie, chuchota-t-elle quand elle put parler. Je ne pouvais le dire à personne. Tout était payé. Tout le monde venait. Tu étais si heureux pour moi. Je n'arrêtais pas de penser que j'avais peut-être mal entendu. Qu'il y avait peut-être une explication. Mais je savais. Je savais ce qu'il était. Tu nous as sauvés tous les deux, dis-je fermement. Tu as été courageuse quand c'était le plus important. Elle se recula, essuyant ses yeux. Cette note, je l'ai écrite une 12aine de fois. La danse était ma seule chance. Je savais que si quelqu'un pouvait arranger ça, c'était toi. Nous restâmes assis en silence un moment. Puis je pris une décision. Manon, il y a quelque chose que tu devrais savoir sur moi, sur qui j'étais avant ta naissance. Je l'emmenai dans mon bureau, une pièce où elle entrait rarement, la respectant comme mon espace privé. J'ouvris une armoire, révélant des certificats d'authenticité, des documents d'assurance, des registres d'enchères. Pendant 25 ans, j'étais connu sous le nom de Joès dans le monde de l'art, un marchand et collectionneur légendaire. J'ai constitué l'une des collections privées d'art moderne les plus précieuses de France. Elle fixa les documents, ne comprenant pas encore. Je désignai la gravure de Haring au-dessus de la cheminée. Ce n'est pas un poster. C'est un original qui vaut environ 2,5 millions d'euros. Ses yeux s'écarquillèrent. J'ouvris les albums de timbres sur mon étagère. Cette collection vaut 8 millions d'euros. La valeur totale de tout ce que je possède, y compris certaines pièces en entrepôt, dépasse les 50 millions d'euros. Manon s'assit lourdement sur la chaise de mon bureau. 50 millions, après le décès de ta mère, j'ai choisi de vivre modestement. Je voulais que tu grandisses normalement, pas gâté, pas une cible. Je souris sans humour. Bien que tu en sois devenue une quand même. Elle se mit à rire, un son légèrement hystérique mêlé de larmes. Il allait te voler. Il pensait que tu avais peut-être un demi-million d'économies. Et en fait, tu as considérablement plus. Oui. Il n'a aucune idée de qui il affronte réellement. Pas encore, dis-je. Mais il le saura. Quand le moment sera venu, tout le monde le saura. Elle me regarda avec de nouveaux yeux, voyant non seulement son père, mais quelqu'un d'entièrement différent, quelqu'un capable de choses qu'elle n'avait jamais imaginées. Qu'est-ce que tu vas faire? Je pensais à la voix de Stéphane sur cet enregistrement, prévoyant de m'enfermer, prévoyant d'utiliser l'amour de ma fille comme une arme. Ce que j'aurais dû faire dès que j'ai suspecté quelque chose.
Je vais m'assurer qu'il n'essaie plus jamais ça avec la famille de quelqu'un d'autre. Et je vais leur apprendre à tous les deux que la sagesse l'emporte sur la jeunesse à chaque fois. Comment puis-je aider? Je souris. Documente tout. S'il te contacte, enregistre-le si c'est légal ou note exactement ce qui a été dit. J'ai déjà commencé après le mariage. Il a appelé 5 fois avant que je le bloque. J'ai gardé les messages vocaux, les SMS aussi. Malin. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Tu es plus forte que tu ne le penses, ma chérie. Elle me serra de nouveau dans ses bras, cette fois, non pas en pleurant, mais avec férocité. Papa, je suis désolé. C'est moi qui l'ai fait entrer dans nos vies. Arrête. Tu es tombée amoureuse de celui qu'il prétendait être. C'est un escroc professionnel. Ce n'est pas de ta faute. Mais s'il essaie à nouveau avec quelqu'un d'autre? Je la tins à bout de bras, la regardai dans les yeux. Il n'essaiera pas. Quand j'en aurai fini, Stéphane Moreau ne sera plus capable d'escroquer une diseuse de bonne aventure. Je te le promets. Plus tard cette nuit-là, après que Manon fut allée se coucher, épuisée émotionnellement mais aussi soulagée, je m'assis seul dans mon bureau. Mon téléphone montrait les SMS bloqués de Stéphane à Manon, chacun plus désespéré que le précédent. Le dernier, envoyé ce matin-là, Manon, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Ton père n'a aucune idée de ce qu'il a commencé. J'ai des droits, moi aussi. Mon téléphone vibra. Email de Valérie Girard, envoyé tard. Attention. Ils ont porté plainte contre vous aujourd'hui. Procès pour 500 cas de dommages émotionnels. Sandrine a ajouté 100 cas. Document joint. C'est en fait parfait pour nous. J'ouvris les pièces jointes, lus la plainte de Stéphane. Langage émotionnel sur elle, humiliation publique traumatisante, les promesses rompues, le comportement irrationnel d'un homme âgé. Je le lus 2 fois, puis me mis à rire. Un vrai rire, sincère et sombre. Stéphane pensait que menacer d'une action en justice effraierait un vieil homme et le pousserait à un arrangement. Il pensait que 500 000 € me feraient partir tranquillement. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me donner l'arme parfaite. Je transférai les documents à Pierre. Tu vas adorer ça. Puis j'envoyai un SMS à Valérie, détruisons-les. J'étais assis dans une pièce valant des dizaines de millions et je pensais à un escroc qui avait essayé d'enfermer un lion. Demain, le vrai jeu commencerait. L'huissier de justice arriva pendant le petit déjeuner. Documents officiels, enveloppe épaisse, le sceau du tribunal de grande instance. Stéphane Moreau contre Jean Dubois. Réclamation de 500 000 € pour infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Rupture de promesse, humiliation publique. Addendum de Sandrine Moreau, 100 000 € pour perte de frais d'organisation de mariage et dommages professionnels. Manon regarda nerveusement pendant que je lisais la plainte. J'étais calme, trop calme. J'appelai Valérie. Ils m'ont poursuivi. Sa voix était joyeuse. Je sais. J'ai déjà les documents. Peux-tu venir à mon bureau dans 1 heure? On va bien s'amuser. Chez Girard et Associés, la salle de conférence de Valérie donnait sur le quartier d'affaires de la Défense. Des tours de verre et d'acier s'étendant vers la Seine. Elle étala la plainte de Stéphane sur la table polie. C'est le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire. Ses yeux brillaient de satisfaction professionnelle. En engageant des poursuites, ils ont ouvert la porte à la procédure de e-discovery. Nous pouvons tout assigner. Relevé bancaire, communication, relations passées. Et nous contre-attaquons avec des accusations d'abus de faiblesse. C'est un crime en France. À quelle vitesse peux-tu agir? J'ai déjà déposé une demande d'ordonnance restrictive d'urgence ce matin. Audience cet après-midi. Le juge va adorer ça. Elle sortit la transcription de l'enregistrement de Manon, les preuves que Pierre avait compilées, la documentation des dettes de Stéphane. Nous contre-attaquons pour 5 millions d'euros, dit Valérie. Et oui, je suis sérieuse. Le Code civil français relatif à l'abus de faiblesse est très clair. L'abus de faiblesse visant une personne de 65 ans ou plus. Les peines incluent des accusations criminelles, des dommages-intérêts civils jusqu'à 3 fois le préjudice réel, plus les frais d'avocat. Vous avez 65 ans. Il a prévu de vous faire interner pour votre argent. Nous l'avons sur enregistrement. 5 millions, c'est conservateur.
À 15 heures cet après-midi-là, nous étions au tribunal de grande instance. Stéphane et Sandrine se présentèrent avec un avocat qui semblait avoir pris l'affaire ce matin-là. Costume bon marché, papier désorganisé, l'air indubitable de quelqu'un qui réalisait qu'il était dépassé. La juge examina le dossier d'urgence de Valérie, la note de Manon, la transcription de la conversation enregistrée, les preuves des dettes de Stéphane, les demandes de prêts frauduleuses, le schéma avec son ex-fiancée précédente. L'avocat de Stéphane tenta de faire valoir qu'il s'agissait d'un différend familial privé. La juge le coupa. Il s'agit d'un abus de faiblesse présumé. La France prend cela très au sérieux. Elle regarda directement Stéphane. Monsieur Moreau, j'ai examiné les preuves. Votre plan présumé de faire interner Monsieur Dubois pour accéder à ses actifs est profondément préoccupant. L'avocat de Stéphane balbutia. Votre honneur, c'est sorti de son contexte, maître, j'ai une transcription d'enregistrement. Maison de retraite, tutelle financière complète, accès à ses comptes. Quel contexte rend cela acceptable? Silence. C'est ce que je pensais. Valérie se leva, présenta notre contre-poursuite. Fraude, tentative d'abus financier sur personne âgée, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, complot. 5 millions d'euros de dommages et intérêts, plus une ordonnance restrictive immédiate, distance minimale de 100 mètres de Jean Dubois et Manon Dubois. Le visage de Stéphane se vida de sa couleur. Sandrine avait l'air d'être sur le point de vomir. La juge statua sur le champ. Monsieur Moreau. Mademoiselle Moreau, j'accorde une ordonnance restrictive temporaire avec effet immédiat. Il vous est interdit de contacter, d'approcher à moins de 100 mètres ou de communiquer de quelque manière que ce soit avec Jean Dubois ou Manon Dubois en attendant l'audience complète. Cela inclut le téléphone, l'email, les SMS, les réseaux sociaux ou le contact par un tiers. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. Elle baissa les yeux sur ses papiers. Monsieur Moreau, compte tenu des preuves présentées, je vous conseille vivement de vous assurer les services d'un avocat compétent. C'est sérieux. Stéphane essaya de parler. C'est tout, monsieur Moreau. Affaire suivante. Valérie et moi nous levâmes. Stéphane et Sandrine restèrent assis, stupéfaits. Leur avocat prenait frénétiquement des notes, comprenant enfin à quel point cela avait mal tourné. À l'extérieur du palais de justice, le soleil de printemps était dur après la pénombre de la salle d'audience. Nous marchions vers la voiture de Valérie. Stéphane et Sandrine émergèrent quelques instants plus tard, se tenant sur les marches du palais, à exactement 100 mètres de distance par la loi. Je pouvais les voir clairement. Stéphane était au téléphone, appelant probablement d'autres avocats. Sandrine pleurait, la première fois que je la voyais craquer. Je m'appuyais sur ma canne. Je n'en avais pas besoin, mais cela soulignait joliment mon âge. Puis je me tournai, les regarder directement de l'autre côté de la place, croiser le regard de Stéphane, lever une main dans un petit salut froid, puis sourit. Stéphane le vit. Nos yeux se croisèrent à distance. À ce moment-là, quelque chose changea dans son expression. Reconnaissance, peur, le début de la compréhension qu'il ne se battait pas contre un vieil homme effrayé, mais contre quelqu'un qui avait prévu cela, qui avait voulu cela. Je me détournai, dis quelque chose de calme à Valérie. Elle rit. Nous marchâmes jusqu'à sa voiture. Derrière nous, Stéphane et Sandrine restaient figés sur les marches du palais, commençant à comprendre qu'ils étaient dans un combat qu'ils ne pouvaient pas gagner. Dans la voiture, Valérie planifiait déjà. 15 mai, 10 jours. Ils doivent trouver un vrai avocat, ce qui coûte de l'argent qu'ils n'ont pas. Pendant ce temps, l'ordonnance restrictive les tient à distance de vous et de Manon, et j'envoie tout au procureur de la République demain. Vont-ils se battre ou se coucher? L'ego de Stéphane dit de se battre. Son compte en banque vide dit de se coucher. Quoi qu'il en soit, nous gagnons. Ce soir-là, pierre à plat. Le dépôt au tribunal est public. J'ai des amis au Figaro qui pourraient être intéressés par une histoire sur les tentatives d'abus de faiblesse. Tu veux que je sème des graines? Pas encore. Laissons Stéphane faire la prochaine erreur d'abord. Il la fera. Le désespoir le garantit. Après avoir raccroché, je m'assis avec ma collection de timbres, examiner un timbre rare de l'époque victorienne d'une valeur de 150 000 € à travers ma loupe. Main stable, esprit clair.
Stéphane et Sandrine commençaient à réaliser qu'ils avaient cherché la bagarre à quelqu'un qui avait de la patience, des ressources et rien à perdre. L'ordonnance restrictive signifiait qu'ils ne pouvaient pas s'approcher. La contre-poursuite signifiait qu'ils perdaient de l'argent qu'ils n'avaient pas. La date du tribunal le 15 mai signifiait qu'ils avaient 10 jours pour trouver une solution à une situation impossible. Je plaçai le timbre soigneusement dans son étui de protection. J'avais constitué cette collection sur des décennies avec patience et précision. Démonter la vie de Stéphane Moreau exigerait les mêmes compétences, et j'avais tout mon temps. Stéphane, de son côté, avait 10 jours avant que tout ne s'effondre. Le compte à rebours était lancé, et je regardais chaque seconde. 3 jours après l'audience, la chronique de Pierre Dupont parut dans le Figaro. Le titre disait « Abus de faiblesse, une menace croissante à Paris ». Il ne nommait pas directement Stéphane ou Sandrine, mais il décrivait un cas récent impliquant un entrepreneur de 35 ans qui aurait prévu de faire interner le père de 65 ans de sa fiancée pour accéder à son épargne retraite. Les détails étaient spécifiques, mariage annulé dans un domaine de la Loire, documents judiciaires, ordonnances restrictives. N'importe qui dans leur cercle social reconnaîtrait l'histoire. En 48 heures, l'article avait été partagé plus de 700 fois sur les réseaux sociaux locaux. Les contacts professionnels restants de Stéphane le virent. Les clients immobiliers de Sandrine le virent. La campagne de rumeurs devint un rugissement. Ils sont finis socialement, me dit Pierre aux échecs ce mercredi-là. Mes sources disent que Sandrine fait l'objet d'une enquête par l'ordre des agents immobiliers. Stéphane a été expulsé de son espace de coworking. Je déplaçai mon cavalier, réfléchissant. Et la faillite ? Les créanciers ont demandé une procédure de liquidation judiciaire le lendemain de l'échéance du 15 mai. Tout ce qu'ils ont, ce qui n'est pas grand-chose, est liquidé. Pierre captura mon fou. La Tesla a été saisie la semaine dernière. Stéphane a dû prendre un Uber pour sa consultation avec son avocat en faillite. Il ne pouvait pas payer les honoraires. Les dominos tombaient exactement comme je l'avais prévu. 2 semaines plus tard, je me tenais au musée d'Orsay, au cœur du jardin du Luxembourg, entouré par la haute société parisienne dans toute sa splendeur. La vente aux enchères caritatives pour le Fonds de protection contre l'abus de faiblesse avait attiré des dirigeants de la tech, des familles de la vieille bourgeoisie, des philanthropes qui façonnaient le paysage culturel de la ville. J'avais aidé à l'organiser grâce à mes relations dans le monde de l'art, sans toujours révéler que j'étais juste un donateur concerné qui avait récemment appris l'existence de ce problème. Ma contribution, une première estampe de Banksy, authentifiée, évaluée à 800 000 €. Manon se tenait à mes côtés, élégante dans une simple robe noire. Elle avait guéri au cours des dernières semaines, devenant plus forte. Ce soir, elle tenait la tête haute. « Papa » chuchota-t-elle, la moitié des gens ici nous dévisagent. Laisse-les faire. Nous soutenons une cause importante. Pendant les discours, un orateur raconta une histoire remarquablement similaire à la mienne. Un homme d'une trentaine d'années qui avait prévu de faire interner le père de sa petite amie pour voler son épargne retraite. Pas de nom donné, mais les gens dans la salle firent le lien. J'avais arrangé cela avec les organisateurs. Je vis les regards, les coups d'œil entendus, les conversations chuchotées. Stéphane et Sandrine n'étaient pas là, bien sûr, mais ils verraient les publications sur les réseaux sociaux demain, les photos de la foule scintillante, l'œuvre de Banksy, les gens discutant d'abus de faiblesse avec des implications ciblées. Ce Banksy que tu as donné, dit Manon plus tard, examinant le catalogue de la vente. Il valait 800 000 € selon l'estimation. Stéphane pensait que tu avais peut-être un demi-million au total. Tu viens de donner plus que ça. Je souris. C'est allé à une bonne cause, et ça a marqué les esprits. Le lendemain matin, Valérie appela avec des mises à jour. Stéphane et Sandrine ont tous deux déposé le bilan séparément. Coup intelligent de la part de Sandrine. Elle essaie de se distancier de lui légalement. Et notre contre-poursuite ? Le tribunal de commerce a la priorité, mais notre jugement reste. Ils ne pourront jamais le payer, mais il les suivra pour toujours. Crédit détruit, emploi impacté. Ils sentiront ça pendant des années. Je n'essaie pas de leur prendre de l'argent. J'essaie de m'assurer qu'ils ne recommencent jamais. Mission accomplie. Aucune banque ne les touchera. Aucun employeur légitime ne les embauchera pour un poste de confiance. Les sources de Pierre rapportèrent leur dégradation en détail. Stéphane et Sandrine avaient emménagé ensemble temporairement,
tous deux fauchés, tous deux au chômage, partageant son studio. L'arrangement dura 2 semaines avant d'exploser. Il se crie dessus tous les soirs, me dit Pierre. Mon contact dans l'immeuble dit que le voisin a déposé une plainte pour tapage nocturne. Je ne prends aucun plaisir à leur souffrance. Tu ne devrais pas, mais tu devrais savoir. Sandrine a déménagé hier, elle squatte chez une amie en banlieue. Le partenariat est terminé. Ils se rejettent la faute. Prévisible. La culpabilité partagée détruit les relations. Ils ne pouvaient pas affronter ce qu'ils avaient fait ensemble. Puis la lettre de Stéphane arriva. Manon me la porta, son expression incertaine. C'est passé par Sarah, mon amie enseignante. Il lui a demandé de me la donner. Il n'est pas censé me contacter directement à cause de l'ordonnance restrictive. Je la lus. Émotionnelle, bien écrite, manipulatrice. Stéphane prétendait que Sandrine l'avait poussé à tout faire. Disait que ses sentiments pour Manon étaient réels. Suppliait pour une rencontre pour s'expliquer. Manon observa mon visage. Je pense à le rencontrer, juste pour lui donner une conclusion. Chaque instinct protecteur cria, non, absolument pas. C'est dangereux. Il va la manipuler. Mais je me souvins du conseil de Valérie des semaines auparavant. Tu ne peux pas la protéger éternellement. Elle doit faire ce choix et voir qui il est vraiment. Je pris une décision difficile. Tu es une adulte. C'est ton choix. Mais si tu le rencontres, c'est dans un lieu public, en plein jour, et je serai tout prêt. Elle hocha lentement la tête. Un café typique dans le quartier de Saint-Germain, samedi après-midi. J'appelai Pierre. J'ai besoin de toi au café. Enregistreur discret pour la sécurité. Déjà prévu. À Valérie, l'ordonnance restrictive. Si Manon initie le contact, c'est légal. Oui, mais s'il devient menaçant, c'est un motif d'arrestation. Je préviendrai la police. Samedi arriva. Je me positionnai en face du café dans ma voiture, où Manon pouvait me voir par la fenêtre. Pierre était assis à l'intérieur à une table d'angle avec un journal et un équipement d'enregistrement discret. Nous avions convenu d'un signal. Si Manon plaçait sa tasse de café au bord de la table, j'entrais immédiatement. À travers la vitre du café, je regardais Stéphane arriver le premier. Il avait l'air terrible, mal rasé, des vêtements usés, les yeux cernés. Quand Manon entra, il se leva avec ce qui semblait être de véritables larmes. Je ne pouvais pas entendre la conversation, seulement observer le langage corporel. Attendre. Faire confiance à la force de ma fille. 15 minutes passèrent. 20. Puis Manon se leva brusquement, plaça sa tasse au bord de la table. J'étais hors de la voiture et traversais la rue avant qu'elle n'atteigne la porte. Elle marcha droit vers moi, son expression claire et résolue, ne pleurant pas, pas secouée, le regard limpide. Nous montâmes en voiture, restâmes assis en silence. Finalement, elle parla. Tu avais raison sur tout. Il m'a demandé de te soutirer de l'argent. Même maintenant, fauché et désespéré. Il s'agissait d'argent. Je pris sa main. Je suis désolé que tu aies dû voir ça. Je ne suis pas désolé. J'avais besoin de le voir moi-même. Maintenant, je sais. Pierre appela alors que nous rentrions. J'ai tout sur l'audio. Il a violé l'esprit de l'ordonnance restrictive en essayant de l'utiliser pour t'atteindre. Et il a admis avoir entendu des rumeurs sur ta fortune. Ce soir-là, Valérie appela. Le procureur de la République engage des poursuites, fraude fiscale, fraude aux prêts, tentative d'abus de faiblesse. Ils veulent que vous témoigniez. Audience préliminaire dans 3 semaines. Devrais-je expliquer mes ressources? Si l'avocat de Stéphane essaie de prétendre que vous exagérez, oui. C'est là que la révélation de Joès se produit. C'est votre choix. Manon écoutait. Elle me fit un signe de tête. Fais-le, papa. Que tout le monde sache qui tu es vraiment. Tu t'es caché assez longtemps. Je décidai. Je témoignerai pleinement. Qu'il sache qui est Joès. Valérie fit une pause. Ça fera la une des journaux. Ta réputation dans le monde de l'art deviendra publique. Bien. Peut-être qu'un autre jeune escroc y réfléchira à 2 fois avant de cibler quelqu'un qu'il suppose faible à cause de son âge. Après l'appel,
je m'assis dans mon bureau, entouré de mes trésors cachés. Basquiat, Haring, Banksy, des timbres rares valant des millions. Pendant 15 ans, j'avais caché cela pour protéger Manon. Maintenant, le révéler protégerait les autres. Le témoignage serait mon dernier coup, non pas depuis l'ombre, mais en pleine lumière. Manon arriva dans ce café typique du quartier de Saint-Germain à 14 heures. Stéphane était déjà là, transformé par rapport à l'entrepreneur poli qu'il avait autrefois courtisé. Mal rasé, des vêtements qui flottaient sur sa silhouette, des cernes sombres creusées sous ses yeux comme des ecchymoses. Il se leva quand elle entra, des larmes, réelles ou feintes, remplissant ses yeux. « Manon, merci de me donner cette chance. » Elle s'assit, sa posture gardée. Pierre Dupont était à 2 tables de là, absorbé par son journal, l'enregistreur actif dans la poche de sa veste. Par la fenêtre, elle pouvait voir la voiture de son père garée de l'autre côté de la rue, exactement là où il l'avait promis. Stéphane se lança dans son discours préparé. J'ai eu le temps de réfléchir, à ce que j'ai fait, à ce que je suis devenu. Sa voix se brisa authentiquement. Sandrine, elle a tellement poussé. Elle a toujours été obsédée par l'argent, le statut. Je me suis laissé entraîner dans ses plans. Mais mes sentiments pour toi étaient réels. Sont réels. Il tendit la main vers la sienne sur la table. Elle ne la retira pas immédiatement, mais ne rendit pas non plus le geste. Stéphane, j'ai entendu ce que tu as dit à Sandrine. Le plan de la maison de retraite, m'utilisé pour contrôler mon père. Comment expliques-tu ça? Il avait répété cette réponse. Je jouais un rôle pour elle. Elle me mettait la pression. Elle a dit que si je n'avais pas un plan concret, elle se retirerait de l'aide pour les frais de mariage. J'ai dit ce qu'elle voulait entendre. Je ne le pensais jamais. Presque convaincant. L'expression de Manon s'adoucit légèrement. La note que j'ai donnée à mon père. C'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je t'aimais. Et je t'aime, Stéphane se pencha en avant, l'intensité remplaçant les larmes. Nous pouvons recommencer. Peut-être pas ici, pas à Paris, mais quelque part. Je reconstruirai ma vie. Je te le prouverai. Puis il commit l'erreur. Ton père, il n'est pas ce qu'il semble être, n'est-ce pas? J'ai entendu des choses, des rumeurs sur de l'argent, de l'art, des collections. Est-ce vrai? Ses yeux s'aiguisèrent malgré la performance de contrition. Parce que si c'est le cas, Manon, si seulement tu lui parlais, lui expliquer que j'ai changé, que j'ai besoin d'aide pour me remettre sur pied, ce ne serait pas pour moi. Ce serait pour nous, pour notre avenir. Le moment se cristallisa pour Manon avec une clarté parfaite. Elle se leva calmement, plaça sa tasse de café au bord de la table, le signal préarrangé, et parla avec une assurance qui la surprit même elle. Il ne s'est jamais agi de moi. Ni il y a 6 mois, ni au mariage. Ni maintenant. Tu ne m'aimes pas, Stéphane. Tu aimes ce que tu penses pouvoir obtenir à travers moi. La façade de Stéphane se fissura comme de la porcelaine tombée. Il se leva, sa voix montant. Manon, attends. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Ton père m'a détruit. Il a des millions. Des millions. Et il me laisse crever de faim. Les gens dans le café se tournèrent pour regarder. J'ai juste besoin d'une chance. Juste un peu d'aide. Manon se dirigea vers la porte, sa voix portant à travers l'espace soudainement silencieux. Ne me contacte plus. N'écris pas. N'appelle pas. C'est fini. Elle traversa la rue jusqu'à la voiture de son père, monta sur le siège passager. Ils restèrent assis en silence pendant qu'elle digérait ce qui s'était passé. Finalement, elle parla. Tu avais raison sur tout. Il m'a demandé de te soutirer de l'argent. Même maintenant, même après tout, il s'agissait d'argent. J'en couvris sa main de la sienne. Je suis désolé que tu aies dû voir ça. Mais je suis fier de toi d'y avoir fait face. Je ne suis pas désolé. J'avais besoin de le voir moi-même. Si j'avais juste cru ta parole, une partie de moi se serait toujours demandé. Maintenant, je sais. Son téléphone sonna alors qu'il rentrait chez eux. La voix de Pierre était tranquillement satisfaite. J'ai tout sur l'audio. Il a violé l'esprit de l'ordonnance restrictive en essayant de l'utiliser pour t'atteindre et il a admis avoir enquêté sur ta fortune. C'est utilisable.
Garde-le en sécurité. Après que Manon eut quitté le café, Stéphane retourna à son studio. La rage et l'humiliation brûlant à travers la performance soignée qu'il avait construite. Il appela Sandrine. Elle est au courant pour l'argent. Quelqu'un lui a dit que le vieil homme est riche. Vraiment riche. Nous avons visé le mauvais niveau. Nous aurions dû voir plus grand, mieux planifié. La voix de Sandrine coupa comme du verre. Nous. Il n'y a pas de nous. Tu as tout gâché. Même au café, tu n'as pas pu t'en empêcher. Tu as dû demander de l'argent. Des amis communs ont tout vu. Tu es pathétique. C'était ton idée. C'est toi qui as trouvé Manon, et tu l'as mal exécutée. J'en ai fini, Stéphane. Ne m'appelle plus. Sa voix devint glaciale. Quand le bureau du procureur appellera, je coopérerai. Je ne vais pas tomber pour tes erreurs. Elle raccrocha. Stéphane s'assit seul dans l'appartement qui était devenu sa prison. Tout était perdu, l'argent, la réputation, sa sœur. Toute chance de sauver quoi que ce soit. Son téléphone sonna. Le bureau de l'aide judiciaire le rappelait au sujet de l'enquête fiscale. Monsieur Moreau, j'ai examiné votre dossier. Les preuves de demande de prêt frauduleux sont substantielles. Des accusations d'évasion fiscale sont probables. Vous risquez une peine de prison. Les murs se refermaient. Ce soir-là, Valérie appela Jean avec la nouvelle qui l'attendait. Le procureur engage des poursuites. Fraude fiscale, fraude au prêt. Ils veulent que vous témoigniez à l'audience préliminaire. Dans 3 semaines, en juillet. Devrais-je expliquer qui je suis, mes ressources? Si l'avocat de Stéphane tente de prétendre que vous êtes juste un vieil homme vindicatif, qui exagère la menace, oui. Vous devrez établir votre situation financière réelle et pourquoi son plan était crédible. Valérie fit une pause. C'est là que la révélation de Joès se produit, Jean. Au tribunal, pour la postérité. C'est votre choix. Faites-le ou je peux essayer de garder cela confidentiel. Jean regarda Manon, qui avait écouté. Elle hocha fermement la tête. Fais-le, papa. Que tout le monde sache qui tu es vraiment. Tu t'es caché assez longtemps. Stéphane pensait que tu n'étais personne. Montre-lui. Montre à tout le monde la vérité. Jean prit sa décision. Je témoignerai pleinement. Qu'il sache qui est Joès. J'en ai fini de me cacher. Ça fera la une, prévint Valérie. Le monde couvrira l'audience. Ta réputation dans le monde de l'art deviendra publique. Bien. Peut-être que ça aidera quelqu'un d'autre. Peut-être qu'un autre jeune escroc y réfléchira à 2 fois avant de cibler quelqu'un qu'il suppose faible à cause de son âge. Après l'appel, Jean s'assit dans son bureau, entouré de la collection qu'il avait constituée au fil des décennies. Un Basquiat sur un mur, un haring au-dessus de la cheminée, des timbres rares dans des albums de protection. Chacun un trésor qu'il avait chassé et acquis avec patience et précision. Pendant 15 ans, il avait caché ce monde pour offrir à Manon une enfance normale. Maintenant, le révéler servirait un objectif plus grand, la protection des autres, un avertissement aux prédateurs qui voyaient l'âge comme une faiblesse. Le témoignage serait son dernier coup, non pas de l'ombre où il avait opéré en tant que Joès pendant tant d'années, mais en pleine lumière, revendiquant son identité et son pouvoir. Stéphane Moreau avait tenté d'enfermer un lion, pensant avoir trouvé un vieil homme sans défense. Dans 3 semaines, dans une salle d'audience, Jean lui montrerait exactement quel genre de prédateur il avait réveillé. Le jeu était presque terminé, et Jean tenait toutes les pièces. L'audience de faillite était routinière jusqu'à ce que Stéphane me voie dans la galerie. Il était assis à la table de la défense pendant que le syndic examinait son dossier de liquidation judiciaire. 2,3 millions de dettes, actifs, un ordinateur portable, quelques vêtements, rien de valeur. Les demandes de prêts frauduleux étaient en cours d'examen lorsque Stéphane me remarqua, assis 3 rangées derrière. Il se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment dans la salle d'audience silencieuse. C'est de sa faute. Sa voix se brisa de désespoir. Ce vieil homme a détruit ma vie. Il a annulé mon mariage, a retourné ma fiancée contre moi, a appelé mes créanciers, a ruiné ma réputation. Tout ça parce que c'est un retraité aigri et seul qui ne supportait pas de perdre sa fille. La juge, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris acier, appela à l'ordre.
Valérie se leva en douceur. Votre honneur, Monsieur Moreau fait des allégations graves. Peut-être que Monsieur Dubois devrait être autorisé à répondre et à clarifier sa situation réelle. La juge m'étudia. Monsieur Dubois, veuillez vous approcher de la barre des témoins. J'avançai, prêtai serment, pris place. Stéphane me foudroya du regard depuis sa table, respirant fort. Monsieur Dubois, dit la juge, veuillez expliquer votre relation avec cette affaire. Je parlais calmement, délibérément. Je suis Jean Dubois. J'ai 65 ans. Je vis dans une petite ville en Normandie. Au cours des 15 dernières années, j'ai vécu modestement pour donner à ma fille une enfance normale. Je fis une pause. Mais Monsieur Moreau se trompe sur qui je suis. Stéphane se pencha en avant. Dans le monde de l'art, je suis connu sous le nom de Joës. Pendant 25 ans, j'ai été l'un des marchands les plus actifs d'art contemporain en France. J'ai constitué une collection privée évaluée à plus de 50 millions d'euros. Le silence se fit dans la salle d'audience. La bouche de Stéphane tomba. Je continuai, ma voix stable. Monsieur Moreau a ciblé ma fille, croyant que j'étais un retraité vulnérable avec des économies modestes. Il a prévu de me faire interner pour accéder à ce qu'il pensait être peut-être un demi-million d'euros. Je le regardais directement. Il n'en avait aucune idée. Ma collection comprend des œuvres de Basquiat, Haring, des pièces précoces de Banksy. Ma collection philatélique seule vaut 8 millions d'euros. Le tableau devant lequel Monsieur Moreau passait dans mon salon à chaque visite, un case Haring authentifié d'une valeur de 2,5 millions d'euros. Il pensait que c'était un poster. Valérie s'approcha avec un dossier. Votre honneur, documentation, certificat d'authenticité, police d'assurance, registre d'enchères. La juge examina les papiers. Le visage de Stéphane passa par l'horreur, l'humiliation, la rage. Il se leva de nouveau, criant « Vous aviez 50 millions et vous m'avez laissé penser vous vous êtes joué de moi depuis le début. » La voix de Valérie était glaciale. « Non, Monsieur Moreau, vous vous êtes joué de vous-même. Monsieur Dubois vivait sa vie. Vous avez choisi de le cibler, lui et sa fille. » La juge intervint sèchement. « Monsieur Moreau, asseyez-vous. Le tribunal reconnaît que Monsieur Dubois avait tout à fait le droit de se protéger, lui et sa fille, de votre stratagème. Les preuves de votre intention frauduleuse sont accablantes. J'ajoutais une dernière déclaration. J'ai vécu modestement par choix, pour protéger ma fille de gens comme vous. Il s'avère que même la modestie n'était pas une protection suffisante. Mais j'en ai fini de me cacher maintenant. Le monde peut savoir qui je suis, car les gens doivent comprendre que l'âge n'est pas synonyme de vulnérabilité, et que sous-estimer quelqu'un en fonction des apparences est toujours une erreur. La salle d'audience éclata de chuchotements. Les sténographes judiciaires tapaient frénétiquement. Quelqu'un au fond envoyait des SMS. Le soir même, Le Monde avait toute l'histoire. Le mystérieux collectionneur Joës révélé, Jean Dubois, légende du monde de l'art, déjoue le complot d'un chasseur de fortune. L'article était complet. Le mariage annulé, le stratagème de Stéphane, la faillite, ma collection avec des photos du Haring, de certains timbres, d'un Basquiat. Des citations de personnalités du monde de l'art exprimant leur enthousiasme à connaître enfin l'identité de Joës. Mon téléphone sonna constamment. Demande d'interview, articles dans des publications d'art, propositions d'exposition de musée. Pierre passa ce soir-là, souriant. Tu es une célébrité maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Étrange. Je me suis caché pendant 15 ans. Maintenant tout le monde sait. Je nous versais à tous les deux un whisky. Mais peut-être que c'est bien. Peut-être que la transparence est une meilleure protection que le secret. Manon lut les commentaires en ligne à voix haute. Il te qualifie de génie protecteur et Stéphane de l'escroc peut-être le plus incompétent de l'histoire de Paris. Je souris légèrement. Une semaine plus tard, Valérie appela avec les derniers détails. Stéphane a accepté un plaidé coupable. 18 mois de prison ferme pour fraude fiscale. Il sera condamné la semaine prochaine. La faillite de Sandrine est définitive. Elle a tout perdu. C'est fini, alors. C'est fini. Tu as gagné, Jean. Je regardais Manon, qui dessinait dans son journal, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois, un signe qu'elle guérissait. Non, dis-je doucement. Ce n'est pas fini.
C'est un début. Maintenant, nous allons voir ce qui vient ensuite. Comment utiliser cela pour aider les autres? 2 lettres étaient arrivées cet après-midi-là. Une d'une maison d'arrêt, une autre d'une adresse en proche banlieue parisienne. Manon avait vu les adresses de retour. Ils t'ont écrit, avait-elle dit. Je les avais mises de côté sur mon bureau. Pas aujourd'hui. Laissons-les reposer. Certaines conversations nécessitent le bon moment. Maintenant, dans le calme du soir, je regardais ces enveloppes. Stéphane et Sandrine, écrivant depuis leur défaite séparée. Demain, pensais-je, demain je lirai ce qu'ils avaient à dire. Ce soir, je m'assis avec ma fille, la regardai dessiner, et ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 5 mois. La paix. 3 semaines passèrent avant que j'ouvre les lettres. C'était un samedi matin, fin août. Manon m'apporta du café et dit doucement, « Tu vas les lire ?» Je pris la première enveloppe. L'écriture de Stéphane, adresse de retour de la maison d'arrêt. Monsieur Dubois, je vous écris d'un endroit où je n'aurais jamais imaginé être. 18 mois, c'est une éternité quand on n'a que le temps de réfléchir à ses erreurs. J'ai été aveuglé par la cupidité. Je vous ai regardé et j'ai vu une cible au lieu d'une personne. J'ai regardé Manon et j'ai vu un accès au lieu de la femme que je prétendais aimer. Vous aviez raison d'arrêter le mariage. Vous aviez raison surtout. Vous m'avez donné une leçon que je n'oublierai jamais. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais Manon mérite de savoir que je comprends ce que je lui ai fait, et je suis désolé. J'espère qu'elle trouvera quelqu'un digne d'elle. Ce n'a jamais été moi. La lettre de Sandrine était plus courte, écrite sur du papier bon marché. Monsieur Dubois, j'ai tout perdu. Ma licence, ma carrière, mes économies, mon frère, ma réputation. Je travaille dans un centre d'appel pour le SMIC. Certains matins, je n'ai pas envie de me lever, mais je le fais parce que je dois vivre avec ce que j'ai fait. Vous aviez tout à fait le droit de nous arrêter. Nous avons planifié quelque chose de cruel et pensions nous en tirer parce que vous étiez plus âgé et sembliez seul. Nous nous sommes trompés sur votre situation, mais plus important encore, nous nous sommes trompés sur qui vous êtes en tant que personne. Merci de ne pas m'avoir complètement détruite alors que vous auriez pu. Je passerai des années à payer mes dettes, mais au moins je suis libre. C'est plus que ce que je mérite. Manon demanda, « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je réfléchis attentivement. Puis j'écrivis 2 réponses. À Stéphane, vos excuses sont acceptées. Utilisez ces 18 mois pour devenir quelqu'un de différent. Les portes de ma vie et de celles de Manon sont fermées en permanence, mais les portes de l'avenir sont toujours ouvertes si vous choisissez de les franchir honnêtement. Apprenez de cela. À Sandrine, vos excuses sont acceptées. Reconstruisez votre vie avec intégrité. Restez à l'écart de ma famille. Mais sachez que je ne vous souhaite pas de souffrance continue. Ce que vous avez fait était mal. Vos conséquences sont appropriées, mais les conséquences ne sont pas éternelles. Les changements de caractère le sont. Choisissez d'être meilleur que vous ne l'étiez. Je signais les 2 simplement. Jean Dubois. Manon les lut. Tu ne leur pardonnes pas vraiment. Je les libère. Il y a une différence. Le pardon signifierait une relation restaurée. Je n'offre pas cela. Mais je reconnais leurs excuses et je leur dis d'aller de l'avant. La justice ne signifie pas que je doive les haïr pour toujours. Ils ont payé le prix. Maintenant, ils doivent faire quelque chose d'utile de ce qui vient ensuite. Ce soir-là, nous assistâmes à l'exposition caritative au musée d'Orsay. Ma collection était exposée avec une authentification et une provenance complète. Le haring de mon salon, plusieurs œuvres de Basquiat, le Banksy précoce, des sélections de ma collection de timbres rares sous verre. Chaque pièce avait un petit cartel indiquant sa valeur. L'exposition était intitulée « Sagesse et valeur, protéger nos aînés ». Je fis un court discours devant la foule assemblée, la haute société parisienne, des collectionneurs, des groupes de défense des personnes âgées, les médias. J'ai caché cette collection pendant 15 ans pour protéger ma fille. Puis quelqu'un a essayé d'utiliser ma fille pour me voler. Je vous montre cela ce soir non pas pour me vanter, mais pour faire valoir un point. Les apparences sont trompeuses. L'âge ne signifie pas la vulnérabilité. La gentillesse ne signifie pas la faiblesse.
Ne sous-estimez pas les gens et ne vous en prenez pas à ceux que vous pensez ne pas pouvoir se défendre. Parfois, ils se défendent parfaitement. Les applaudissements remplirent la galerie. Plus tard, je regardais Manon parler avec Léo Mercier, le jeune conservateur du musée qui avait aidé à organiser l'exposition. La trentaine, vraiment enthousiaste à propos de l'art, posant des questions intelligentes sur la provenance et la philosophie de la collection. Il se voyait depuis quelques semaines. Je l'avais remarqué mais n'avais rien dit, la laissant faire ses propres choix. Il expliquait l'importance d'une pièce de Basquiat. Et Manon souriait. Vraiment souriante. Pas le sourire forcé qu'elle avait porté avec Stéphane. Pierre s'approcha, suivant mon regard. C'est le conservateur, n'est-ce pas? Il semble meilleur que le dernier. Nettement meilleur. Il n'a pas posé de questions sur ma valeur nette une seule fois. Pierre rit. La barre est basse, mais c'est juste. Valérie nous rejoignit. Alors, maintenant que vous êtes public, quelle est la suite? Je pense à rendre ce fonds permanent. Peut-être créer une fondation, utiliser la collection pour enseigner aux gens comment se protéger. Cela semble être un meilleur héritage que de rester dans mon salon. L'exposition se termina. Manon et moi rentrâmes ensemble. Je suis fier de toi, papa. Tu aurais pu simplement appeler la police. Au lieu de cela, tu leur as donné une leçon qu'ils n'oublieront jamais, tu as protégé d'autres personnes d'eux, et tu as transformé tout cela en quelque chose de positif. J'avais des ressources qu'ils n'attendaient pas. Tout le monde n'en a pas. C'est pourquoi le fonds est important, pour aider les gens qui n'ont pas 50 millions pour se protéger. À la maison, je retournai à mon bureau, sortis une nouvelle acquisition, un Penny Black de 1840 que j'avais acheté aux enchères pour 300 000 €. Je l'examinais à travers ma loupe, le détail incroyable, même après 185 ans. Je pensais aux 5 derniers mois, au mariage annulé, à l'enquête, aux batailles juridiques, à la révélation de Joès, à la victoire. Mais surtout, je pensais à Manon. En sécurité, en voie de guérison, apprenant à faire confiance à nouveau, mais plus prudemment. Le timbre alla dans sa pochette de protection. L'album se ferma. La vie continue. Je ne me cache plus. Les gens qui ont essayé de m'utiliser vivent avec les conséquences de leur sous-estimation de la sagesse, de l'expérience et de l'amour d'un père. La meilleure vengeance, réalisais-je, n'était pas de les détruire. C'était de bien vivre, ouvertement, et de m'assurer qu'ils ne pourraient plus jamais recommencer. C'est la justice. C'est suffisant. À travers la fenêtre, les lumières de Paris scintillaient dans le crépuscule. Quelque part dans cette ville, Stéphane était assis en prison, apprenant de dures leçons. Sandrine travaillait tard dans un centre d'appel. Il vivait avec les conséquences, mais il vivait. C'est la grâce. L'album sur l'étagère contenait des millions en timbres. Les murs contenaient des millions en art. Mais le vrai trésor était dans la pièce d'accent grave côté. Ma fille, en sécurité, heureuse et sage maintenant. C'est la victoire qui compte. J'éteignis la lumière du bureau et me dirigeai vers le son du rire de Manon. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Pour écouter l'histoire suivante, cliquez sur la case à gauche. Merci d'avoir regardé.